Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, aux étudiants de première année et aux étudiants de troisième année aussi, puisque je crois que vous êtes nombreux. Juste avant de commencer, je signale à ceux qui sont debout et qui n'ont pas trouvé de place dans l'amphithéâtre que la conférence est retransmise en duplex dans l'Amphi Europe. Si vous préférez être assis pour l'écouter confortablement, n'hésitez pas à y aller, c'est de bonne qualité. Bonjour surtout à nos invités, le président Louis Schweitzer, le professeur Robert Castel, Jean-Claude Lewandowski, qui animera, comme la dernière fois, ce débat, et puis Frédéric Leroy, professeur à Audencia, que vous connaissez bien. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour la deuxième conférence du cycle Le sens du management. Vous le savez, ce cycle de conférences a été organisé par Audencia pour susciter un questionnement sur les questions de management, sur des thèmes qui sont liés à l'entreprise, parce que l'ouverture fait probablement partie des qualités principales du dirigeant. Ce cycle de conférences est en partenariat avec l'Institut de l'entreprise et les Échos. Et après avoir écouté la dernière fois Bertrand Collomb et André Comte-Sponville qui nous ont parlé de la morale en entreprise, nous allons cette fois changer de sujet et nos deux invités vont échanger sur une question plutôt liée au marché de l'emploi et à l'emploi, puisqu'il s'agira de parler d'égalité, de mobilité et de protection. C'est un thème d'actualité qui vous passionnera, j'en suis sûr. Je laisse la parole à Jean-Claude Lewandowski qui va animer ce débat. Merci à tous d'être là. Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc poursuivre l'expérience pédagogique, en quelque sorte, qui a été engagée par Audencia Nantes il y a quelques mois. Expérience pédagogique, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Expérience qui consiste à confronter la pratique managériale, la vision managériale avec la réflexion philosophique. Mais cette deuxième édition d'une conférence du sens du management devrait être différente de la première. D'abord parce que, à cause de la personnalité des deux intervenants, bien sûr, mais aussi et surtout parce qu'il ne vous aura pas échappé que le thème du jour entre en résonance forte, si je puis dire, avec l'actualité. L'actualité immédiate, avec le débat sur le CPE, c'est un sujet qui vous concerne tous, et puis l'actualité au sens peut-être un petit peu plus large, avec toutes les interrogations sur l'évolution de notre modèle social, certains disent sa crise ou son déclin. Alors, troisième différence peut-être avec la première édition de ces conférences, nous allons essayer de vous donner un petit peu plus largement la parole. Un certain nombre d'entre vous ont préparé avec Frédéric Leroy, des questions, des réflexions, des remarques éventuelles. Vous serez invités à vous manifester aussi largement que possible après les interventions de nos deux experts, en quelque sorte. Voilà, tout de suite, je vais donner la parole à Frédéric Leroy pour présenter un petit peu ce débat, et ensuite, ce sera nos deux intervenants. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et bien entendu, je veux commencer par remercier nos prestigieux invités d'être présents parmi nous et de se livrer à cet exercice difficile, en tout cas assez peu commun, d'accepter de dialoguer. Donc avant de leur laisser la parole, j'ai la tâche de vous proposer quelques éléments préliminaires qui pourront peut-être contribuer au débat. Donc pour cela, je vais partir de l'égalité, puisque vous savez que dans les sociétés modernes, démocratiques, l'égalité constitue un élément fondamental par rapport aux sociétés holistes qui sont fondées sur la hiérarchie, sociétés qui ont été analysées par Louis Dumont. Or, les théoriciens du droit naturel ont posé que les hommes sont naturellement libres et égaux. Et le problème, c'est que cette égalité peut être problématique dès le départ. Et Hobbes, par exemple, a insisté sur les conséquences dévastatrices de l'égalité dans l'état de nature, dans la mesure où elle peut conduire à la guerre de tous contre tous. En quelque sorte, pour Hobbes, l'égalité est d'abord une égalité de rivalité, de crainte mutuelle, chacun étant le meurtrier potentiel de l'autre. C'est donc une égalité dans la peur. Dans une perspective très différente, Tocqueville a montré que l'égalité, qui est tant recherchée par les individus, peut aussi être comprise comme une uniformisation, une homogénéisation. Les individus qui se valent tous
tendent alors à revendiquer des différences, ils cherchent à se singulariser, ce qui peut se traduire par une forte compétition sociale et par l'instauration de nouvelles hiérarchies. Il y a donc en quelque sorte un déplacement de l'état de nature dans la société, et la vie sociale risque de devenir une compétition continue où tout le monde va être concurrent de chacun. La société devient en quelque sorte un marché, ici compris moins comme une procédure égalitaire que comme un processus créateur d'inégalités. On peut d'ailleurs se demander si cette notion de compétition n'est pas, paradoxalement, sous-jacente à l'idée même d'égalité des chances. Bien sûr, l'égalité des chances constitue un principe de justice sociale, et M. Schweitzer, qui est président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, nous expliquera sans doute comment il entend faire respecter ce principe et avec quels moyens. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l'égalité des chances ne vise pas à constituer une société égalitaire, mais qu'elle produit plutôt des inégalités justes, c'est-à-dire des inégalités qui tiennent au mérite de chacun, par exemple à son travail, ses efforts ou ses vertus. Mais on peut aussi se demander si le principe de l'égalité des chances, qui est difficilement récusable en soi, bien sûr, ne conduit pas par un effet pervers à légitimer, à naturaliser certaines inégalités, puisque chacun finalement est responsable de ses succès et de ses échecs. Donc pour être juste, la société doit certes favoriser l'égalité des chances, mais peut-être doit-elle aussi limiter les conséquences trop inégalitaires de ce processus, c'est-à-dire offrir une protection à ceux qui échouent dans la compétition méritocratique, pour reprendre les expressions du sociologue François Dubé. Donc la justice sociale passe par la définition du seuil d'inégalité insupportable pour une société, et l'enjeu, bien entendu, ici est un enjeu de solidarité, de cohésion, de lien social, au-delà des inévitables différences de position sociale occupées par les individus. Il va donc s'agir de favoriser l'égalité, mais aussi de maîtriser les inégalités. Et M. Castel a montré dans plusieurs de ses ouvrages qu'un des rôles de l'État est justement de ne pas se contenter, comme le souhaitait Hobbes ou Locke, d'assurer la protection des biens, des individus, mais aussi de redistribuer des richesses et d'assurer une protection sociale qui, certes, ne va pas gommer les disparités, mais qui, en tout cas, apportera une protection à tous et donc, en particulier, aux plus faibles. Or, comme l'a dit Jean-Claude Lewandowski, c'est le thème d'aujourd'hui. On peut se demander si la mobilité qui est tant réclamée par les entreprises aujourd'hui ne constitue pas, pour dramatiser le propos, un amplificateur d'inégalités. Aujourd'hui, en effet, au nom de l'exigence de compétitivité, les entreprises mettent l'accent sur le mouvement, le changement, la flexibilité, la polyvalence, l'adaptation, termes qui sont plutôt positifs. Mais il est d'ailleurs cocasse de voir qu'au XIXe siècle, cette mobilité, ce nomadisme, était perçu comme une menace pour l'ordre social et qu'on attendait de l'ouvrier qu'il soit fixe géographiquement et socialement, concrètement qu'il ait une femme, une maison et qu'il épargne. Et on peut penser ici à certaines analyses foucaldiennes sur le quadrillage et la surveillance sociale. Or, aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Et l'injonction de mobilité peut même être vue comme remettant en cause la protection et le droit du travail, la protection sociale. Droit du travail, protection sociale qui peuvent être perçus par beaucoup d'entreprises comme des obstacles à l'efficacité et à la compétitivité. M. Schweitzer, en tant qu'ancien président de Renault et encore fortement impliqué dans la vie des entreprises, nous donnera sans doute un éclairage précieux sur ces questions. Donc la demande de mobilité se traduit par un accroissement de l'incertitude, du risque pour les salariés. Elle donne même lieu à de nouveaux types de contrats de travail, et c'est d'actualité semble-t-il, et à de nouvelles formes d'emploi plus instables. Elle se traduit, cette mobilité, par un accroissement de la précarité, par une montée de ce que M. Castel, mais bien sûr il va développer ce point, je vais lui laisser la parole, une montée de ce que M. Castel appelle l'insécurité sociale pour certaines catégories de population. Donc l'enjeu du débat aujourd'hui est de savoir comment concilier les exigences d'une mobilité sans doute nécessaire et les accroissements des inégalités qu'elle peut générer. Mais évidemment, j'en ai déjà trop dit, et il est temps de laisser la parole à nos invités, que je remercie chaleureusement d'être avec nous ce matin. Merci. Voilà, merci donc d'avoir situé un petit peu le débat, et tout de suite je vais donner la parole à Robert Castel pour préciser un petit peu et pour vous présenter de façon un petit peu plus détaillée. Vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes
ensuite tourné vers la sociologie. Vous êtes aujourd'hui directeur d'études du Centre d'études des mouvements sociaux à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez été disciple de Raymond Aron, que peut-être vous n'avez, dont peut-être vous avez qu'une faible connaissance, mais qui a fortement marqué la vie politique. Là, je m'adresse à nos jeunes élèves, hein, nos jeunes étudiants. Il y a une question peut-être de génération, mais bon, Raymond Aron a eu évidemment une très forte influence sur la pensée française et la vie politique française. Vous avez été également proche de Michel Foucault et surtout, j'allais dire, de Pierre Bourdieu, dont vous avez été l'ami. Enfin, vous avez été l'auteur de nombreux livres dont je ne citerai que deux. D'une part, Les Métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat. Vous voyez qu'on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Et un autre livre qui nous ramène aussi au sujet d'aujourd'hui et qui est plus récent, L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé ? Vous voyez, on est vraiment en plein dans le débat. Monsieur Castel, voilà, je vous passe tout de suite la parole. Bien, bonjour, et je remercie d'abord Audiencia pour l'honneur qui m'est fait d'avoir cet échange avec M. Schweitzer. Alors, dans un premier temps, j'ai hésité parce que je dois avouer que je suis d'une grande ignorance s'agissant des problèmes concrets que pose le management et le fonctionnement des entreprises. Mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas vraiment la question, et d'ailleurs nous avons eu un rapide échange autour d'un thème, mobilité, protection, égalité, dont j'espère qu'il n'est pas sans rapport avec les responsabilités futures que vous aurez à assumer. Alors, pour le dire très schématiquement, d'abord, je crois qu'aujourd'hui, on peut faire le constat d'une mise en mobilité assez généralisée, ou, si l'on préfère, d'une flexibilisation des situations de travail, de l'organisation du travail et aussi des trajectoires professionnelles. Et que cette mise en mobilité prend à contre-pied des systèmes de protection, en particulier du côté du droit du travail et de la protection sociale, protection qui s'était construite sous le capitalisme industriel à des périodes plus stables de l'organisation du travail. Et aussi, cette grande transformation a des effets sur la question de l'égalité ou des inégalités, parce que la France, et d'ailleurs plus généralement les pays d'Europe occidentale, n'ont jamais été des pays où aurait régné une stricte égalité des conditions, mais aujourd'hui on observe que d'une part les inégalités de revenus ont tendance à se creuser, et d'autre part, et peut-être surtout, que de nouvelles inégalités apparaissent parce que des individus sont inégalement positionnés pour faire face aux changements, qui sont inégaux pour assumer cette exigence de mobilité de plus en plus requise. Il nous a donc semblé qu'il y avait des relations fortes entre ces notions mobilité, protection, inégalité, et qui pouvaient valoir la peine d'essayer de les élucider un petit peu, non pas pour le plaisir de faire de la spéculation, mais pour poser la question: est-il possible de faire face à ces situations ? Est-il possible, par exemple, d'accepter la flexibilisation du monde du travail et de lui associer de nouvelles protections qui articuleraient mobilité et sécurité? Alors, évidemment, je n'ai pas de réponse miracle à proposer, et je pense d'ailleurs que personne n'en a, et je pense que ce que peut faire de mieux ou de moins mal un sociologue, c'est plutôt de nous aider à prendre conscience des défis que nous avons à relever, et ces défis sont considérables. Et je pense aussi que nous avons la grande chance de pouvoir solliciter la double expérience de M. Schweitzer en tant que grand chef d'entreprise et président de la haute autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité,
et ce n'est sans doute pas lui faire injure de dire qu'il n'a vraisemblablement pas non plus de recettes toutes faites, mais il doit avoir des pistes sur lesquelles nous pourrions nous engager, ou en tout cas engager la discussion. Alors, en ce qui me concerne, je m'en tiens à ce rôle, finalement, d'essayer de préciser ce diagnostic sur le sens des transformations en cours. Alors, je vais être obligé d'être très schématique, et pour m'exprimer très grossièrement, je dirais que depuis le début des années 1970, depuis qu'on a commencé à parler de la crise, mais qui s'est avérée bien davantage qu'une turbulence passagère, depuis cette époque-là, nous sortons, pourrait-on dire, du capitalisme industriel, c'est-à-dire d'un régime de production structuré à partir de grandes formes collectives d'organisation du travail, avec le poids de la grande entreprise, Renault par exemple, la présence de syndicats vigoureux représentant les intérêts de grandes catégories socio-professionnelles homogènes. Et à ces formes d'organisation collective ont correspondu des protections collectives du droit du travail et de la protection sociale. Bon, pas mécaniquement et sans douleur, parce qu'à l'arrière-plan, il y a tout un monde de conflits et de luttes, mais aussi de négociations collectives qui a abouti à ce qu'on a appelé le compromis social des années 60, c'est-à-dire une certaine forme d'équilibre entre, d'une part, les intérêts du marché et des entreprises mesurés en termes de productivité et de compétitivité, et d'autre part, des protections assez fortes du côté des travailleurs, leur assurant une certaine sécurité sur le long terme, sur la base justement du droit du travail et de la protection sociale. Alors, il ne faut pas idéaliser ce moment, il subsistait des injustices, des inégalités, mais justement, cette dynamique permettait ce qu'on pourrait appeler une gestion régulée des inégalités. Bon, vous savez sans doute que même pendant la période de forte croissance qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, les inégalités entre les différentes catégories socio-professionnelles sont restées fortes et se sont très peu réduites. Cependant, tout le monde, ou presque à l'époque, s'élève. Il y a un certain partage des bénéfices à travers ce que l'on peut appeler une négociation conflictuelle entre les différents partenaires sociaux. Cette négociation est conflictuelle parce que tel partenaire pense qu'il n'en obtient pas assez, il a des revendications à formuler, mais il peut aussi penser que dans 6 mois ou dans 1 an, on remettra la gomme, si je puis dire, et qu'il en obtiendra davantage. C'est ce qui alimente la croyance au progrès social. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et en gros, ça n'a pas trop mal marché. Il y a eu un enrichissement assez généralisé, une certaine égalité des chances, de la mobilité sociale ascendante, comme disent les sociologues. L'ascenseur social a fonctionné, bon, pas parfaitement, mais il a fonctionné. Alors, je suis obligé d'aller trop vite et il faudrait évidemment nuancer ce bilan, mais je ne l'esquisse pas pour le plaisir de faire de l'histoire, mais pour essayer de comprendre ce qui est arrivé depuis à peu près 25 ans, et qu'on n'a pas d'ailleurs compris tout de suite. C'est que cette dynamique s'est enrayée. Elle s'est, si ce n'est brisée, en tout cas fortement déstabilisée, avec le passage à un nouveau régime du capitalisme qui n'est plus régulé sur le plan national, où la concurrence exacerbée se déploie sur le plan mondial, avec le poids d'un capitalisme financier sans frontières, etc. Et je n'ai le temps, ni d'ailleurs les capacités de faire la théorie de cette mutation du capitalisme, mais on peut en souligner rapidement les effets sur
les systèmes de protection et sur la gestion des inégalités. En effet, je crois que cette dynamique nouvelle, c'est une dynamique de décollectivisation ou de réindividualisation, qui joue d'ailleurs à différents niveaux. Au niveau de l'organisation du travail, tout d'abord, avec une individualisation des tâches qui exige mobilité, adaptabilité, prise de responsabilité des travailleurs, et à la place de l'organisation collective et hiérarchisée du travail, on exige une implication personnelle du travailleur ou la constitution de petites unités de travail qui sont censées gérer par elles-mêmes leur production. Et cette décollectivisation est poussée à l'extrême dans le travail en réseau, par exemple, où à la limite, le collectif de travail est complètement dissous, puisque les opérateurs peuvent se connecter à distance, mais même lorsque les grandes entreprises existent encore, elles sont profondément transformées par cette nouvelle organisation du travail, avec le recours à la sous-traitance, l'appel au travail intermittent, la constitution de petites équipes à la place des grandes chaînes de montage, etc. C'est-à-dire que les travailleurs se trouvent ainsi souvent individualisés et mis en concurrence les uns avec les autres. Mais au niveau des trajectoires professionnelles aussi, on assiste à la même mise en mobilité. Le sociologue allemand Ulrich Beck parle de modèle biographique pour désigner cette exigence pour chaque individu de prendre lui-même en charge son parcours professionnel. Il doit faire des choix, opérer des reconversions, faire face aux changements à la place des carrières qui se déroulaient souvent au sein d'une même entreprise et suivaient des étapes bien balisées. Et au fond, les carrières, très souvent en tout cas, les carrières professionnelles deviennent de plus en plus discontinues. Elles ne sont plus inscrites dans les régulations collectives de l'emploi stable. Alors, je pense qu'il faut se garder de donner une interprétation unilatérale de ces transformations. Elles ont des effets contrastés. Certains tirent très bien leur épingle du jeu dans cette redistribution des cartes. Ils maximisent leurs chances. Ils libèrent des capacités d'initiative qui pouvaient être étouffées par des régulations collectives qui pouvaient être très rigides. Pensons par exemple à l'organisation taylorienne du travail. Et donc ces gens sont les gagnants de ces transformations en cours. Et d'ailleurs, c'est sur cette réussite que repose le discours dominant d'inspiration libérale qui est souvent porté par les milieux managériaux et par le MEDEF. Il faut prendre des risques, développer ses potentialités, etc. Alors, je ne dis pas du tout que ce discours soit faux, mais il est unilatéral. Il comporte un non-dit, à savoir qu'il oublie de parler des perdants de cette dynamique, qui n'ont pas la capacité de faire face à ces exigences nouvelles, pas nécessairement parce qu'ils seraient plus stupides que d'autres d'ailleurs, mais parce qu'ils n'ont pas été assez formés ou parce qu'ils n'ont pas été accompagnés pour faire face à ces changements. Alors, ils perdent pied, ils sont invalidés par cette conjoncture nouvelle et, à la limite, on les déclare inemployables. Et donc, ces transformations ont ainsi des conséquences qui peuvent être négatives sur plusieurs plans, sur la condition de certaines catégories de travailleurs avec le chômage et l'installation dans la précarité, mais aussi sur l'entreprise elle-même, car une entreprise, vous le savez sans doute, c'est pas seulement une machine à produire, c'est une organisation qui a son économie interne de relations, son style propre, et il existe ainsi une culture d'entreprise, comme on dit, qui est un peu comme l'esprit de la machine à produire. Or, souvent, ces transformations
en cours risque de casser cette culture d'entreprise par une rotation rapide du personnel, par le déséquilibre entre les classes d'âge qui ne permet pas la transmission harmonieuse des savoir-faire, par le recours massif à des personnels intérimaires et des personnels en sous-traitance qui ne sont pas intégrés à l'entreprise. Et de nombreux chefs d'entreprise, je crois, aujourd'hui, se plaignent de la démobilisation de leurs employés. Il existe d'ailleurs une abondante littérature, surtout anglo-saxonne, sur ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire la manière dont le rythme, les exigences des nouvelles formes de travail peuvent griller en quelque sorte les personnels, à la fois les exténuer et les démotiver. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le personnel subalterne, il y a aussi, on parle de plus en plus du malaise ou du retrait ou du désinvestissement des cadres. Et plus généralement, c'est une question que je vous pose, on peut se demander si le nouveau travailleur ou le nouvel opérateur dont l'entreprise moderne a besoin, duquel on exige d'être efficace, mobile, performant, capable d'initiative, etc., bien, si il peut être tel sans un minimum de sécurité et de protection. Ainsi, je pense qu'au nom même de la compétitivité et de l'efficacité des entreprises se pose aussi la question de la sécurisation des situations de travail. Alors, ces nouvelles formes d'organisation du travail peuvent aussi avoir leurs effets sur le plan des inégalités. Pas seulement parce que, comme vous le savez sans doute, globalement aujourd'hui, les inégalités ont tendance à s'accroître, surtout d'ailleurs en haut et en bas de l'échelle sociale, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être le plus grave, l'apparition de nouvelles inégalités horizontales, si je puis dire, c'est-à-dire au sein de mêmes catégories socio-professionnelles. Il y a une différence énorme entre, par exemple, la situation de deux ouvriers de qualification égale, dont l'un gardera son emploi toute sa vie, parce qu'il en reste, mais dont l'autre tombera au chômage ou passera par des alternances d'emploi et de non-emploi. Et cela est vrai aussi, bien que moins fréquent, entre deux cadres. Il y a ainsi de nouvelles inégalités devant le chômage, devant la précarité, et qui ne relèvent plus de cette gestion régulée des inégalités que j'ai évoquée tout à l'heure, et selon laquelle, en dépit de la persistance d'inégalités, tout le monde ou presque s'est levé. Il y a des gens qui tombent dans la trappe, qui sont disqualifiés socialement. Il y a des groupes sociaux aujourd'hui en perte de vitesse et qui sentent bien qu'elles n'ont plus d'avenir. Il y a ainsi des cassures ou des fractures sociales, pour reprendre un mot qui a été très employé, mais elles ne séparent pas seulement des gens qui seraient parfaitement intégrés et ce qu'on appelle les exclus. Il y a aussi des cassures au sein même des catégories socio-professionnelles qui étaient autrefois homogènes et qui se retrouvent en situation de concurrence parce que la compétition est de plus en plus vive et que certains perdent pied et se retrouvent invalidés, comme je le disais tout à l'heure. Alors, je vais bientôt m'arrêter en m'excusant d'avoir été aussi schématique, mais j'ai essayé de caractériser ce que je crois être le grand défi que nous avons aujourd'hui à relever face à cette mise en mobilité due à la concurrence exacerbée du nouveau régime du capitalisme. Il faut savoir que ces transformations sont largement irréversibles, c'est-à-dire qu'on ne reviendra pas sur les mutations technologiques en cours,
ni sur les nouvelles règles de la concurrence internationale. Et le problème, dès lors, ce serait d'attacher de nouvelles protections à cette mobilité ou à cette flexibilité. Quelque chose comme un nouveau compromis entre les exigences du marché, productivité, compétitivité, etc., et d'autre part l'exigence d'un minimum de sécurité et d'équité du côté de ceux qui font aussi marcher le marché, si j'ose dire, à savoir le monde du travail. Alors, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, et quand je disais en commençant, il n'y a pas de solution toute faite. Par contre, il existe des propositions intéressantes, ainsi du côté de la sécurisation des parcours professionnels, dont on pourrait éventuellement discuter si nous avons le temps. De même pour la question des inégalités, je crois, le problème n'est pas de parvenir à l'égalité absolue des conditions, mais il y a des luttes à mener pour promouvoir une meilleure égalité des chances, et ainsi, mais M. Schreiber en parlera sans doute plus précisément, la lutte contre les discriminations qui sont particulièrement injustifiables, pour ne pas dire scandaleuses, contradictoires à la fois avec le code pénal et avec le droit du travail. Et je dirais, pour terminer, que je crois qu'on pourrait dire que une démocratie moderne n'est pas nécessairement compatible avec une certaine dose d'inégalité, parce que dans une société stratifiée, il y a de la différenciation sociale. Mais une démocratie est certainement incompatible avec l'inégalité de traitement des individus devant la loi et avec le déni du droit. Mais là-dessus, il y a beaucoup de travail à faire, et M. Schweitzer dira sans doute sur ce point des choses plus précises que je ne peux le faire moi-même. Mais en tout cas, je vous remercie de votre attention. Bien, merci Robert Castel pour cet exposé. Merci d'avoir aussi, de façon très pragmatique, respecté votre contrat en termes de délai, de durée. Alors, je vais passer la parole à Louis Schweitzer. Vous êtes licencié en droit, diplômé de Sciences Po et ENARC. Vous avez, je dirais, dans une première vie, été haut fonctionnaire, directeur de cabinet de Laurent Fabius. Vous avez été au budget, à l'industrie et à Matignon. Et surtout, j'imagine, ce que notre auditoire aura retenu, c'est que vous avez été longtemps président directeur général de Renault. Et en particulier, sous votre conduite, Renault a été privatisé. Et puis très largement internationalisé avec des prises de participation ou des rachats dans Samsung Motors, dans Dacia en Roumanie et, plus important sans doute, dans Nissan au Japon. Et aujourd'hui, vous exercez de multiples activités. Vous êtes encore président du conseil d'administration de Renault et également du conseil d'administration du laboratoire pharmaceutique AstraZeneca. Vous présidez également la HALD, c'est-à-dire la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Donc, encore une fois, on est dans le sujet du jour. Et enfin, et ça n'est pas anecdotique, vous présidez le festival de théâtre d'Avignon, ce qui montre votre intérêt pour les choses de la culture et, je dirais, votre ouverture d'esprit. Voilà, Monsieur Schweitzer, c'est à vous si vous voulez bien rejoindre le pupitre. Je ne sais pas si c'est votre montre, monsieur. Bon. Mesdames et messieurs et chers amis, bonjour. À vrai dire, je suis très largement d'accord avec tout ce qu'a dit monsieur Cassier. Donc ça pose problème parce que dans les débats, d'habitude, on se tape dessus. Et là, le fond des choses, c'est que je suis très largement en accord avec lui, peut-être un tout petit peu plus optimiste. Bon. Pour moi, égalité, mobilité, protection sont trois mots
positif, et ce sont trois mots inséparables l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de façon durable de la mobilité sans qu'il y ait des systèmes de protection, sans qu'il y ait des systèmes qui assurent une certaine égalité. On ne peut pas avoir d'égalité sans mobilité et sans protection, etc., etc. Donc pour moi, ces trois mots sont positifs, ces trois mots sont inséparables. Et puis je les prendrai les uns après les autres en essayant de dire comment je les vois liés entre eux et comment je les vois positifs. D'abord la mobilité. Pour moi, l'immobilité, c'est la mort. C'est d'ailleurs la définition de la mort, l'immobilité. Alors la mobilité, c'est d'abord quelque chose, bien sûr, au niveau de l'entreprise. Une entreprise est mobile de deux façons. La première façon qu'elle a d'être mobile, c'est d'avoir une stratégie. Une entreprise qui n'a pas une stratégie, c'est-à-dire qui n'a pas un projet de mouvement, est une entreprise qui n'a pas d'avenir, qui est condamné. Alors un homme politique disait il n'y a pas de politique sans risque, il n'y a que des politiques sans chance. Et je suis convaincu que pour une entreprise, une politique d'immobilité est une politique sans chance. Et dans tous les métiers, je connais beaucoup d'entreprises qui, faute d'avoir bougé, sont mortes. Et puis les entreprises ont une seconde forme de mobilité. Il y a la mobilité voulue, c'est la stratégie, et il y a une seconde forme de mobilité qui est l'adaptation continue en temps réel au mouvement du monde. Je vais prendre un exemple tout à fait anecdotique. Beaucoup d'entreprises automobiles ont annoncé au cours des récentes semaines des plans de développement ou de redressement. Ford, GM, Volkswagen, Daimler Chrysler ont annoncé, et c'était le point central de leur plan, moins 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes. Renault n'a rien annoncé de tout cela. Pourquoi ? Parce qu'on s'était adapté en temps réel à l'évolution des choses. Et que si on ne s'adapte pas en temps réel, si on n'est pas mobile en temps réel pour s'adapter à la réalité du monde, il est évident qu'il y a des réveils douloureux, ce qu'on appelle des plans sociaux. Je ne dis pas d'ailleurs du tout que Renault a été en permanence à l'abri de tels mouvements. Donc la mobilité est une nécessité pour les entreprises. Il est évident que dès lors qu'on pose que la mobilité est une nécessité pour les entreprises, la mobilité est aussi une nécessité pour les personnes. La mobilité de l'entreprise passe par le mouvement des personnes, qu'il s'agisse des salariés de l'entreprise ou des personnes qui travaillent avec l'entreprise. Alors, je reviendrai aux conditions de cette mobilité, mais quelques remarques préalables. La première, c'est que pour les personnes, là aussi, le contraire de la mobilité, ce sont des systèmes de caste, des systèmes rigides, où ceux qui sont nés en haut restent en haut, ceux qui sont nés en bas restent en bas, et au fond, c'est un système social où il n'y a pas de mouvement possible. Or, on voit bien que dans une société, aujourd'hui, une telle situation est insupportable. Ce qui fait, par exemple, la cohésion d'un pays comme les États-Unis, c'est l'idée que, quelle que soit votre position, vous avez des perspectives de changement. Alors, bien sûr, on valorise plus celle vers le haut que vers le bas. Mais il serait insupportable, et d'ailleurs il est impossible, de n'avoir que des mobilités ascendantes. Dès lors qu'il y a des mobilités ascendantes, il y a des mobilités descendantes. Donc, au fond, pour moi, la mobilité des individus, ça ne répond pas seulement à une nécessité économique, ça répond aussi à un besoin de cohésion sociale, à l'idée que les choses ne sont pas absolument figées. Une remarque en passant, la mobilité des personnes n'implique pas nécessairement un changement d'employeur. La mobilité peut se faire dans un système. Je pense que, là aussi, je regarde l'exemple d'une entreprise comme Renault. Renault est une entreprise où les gens ne quittent peu. Le taux de départ naturel, tous les ans, est de 0,7%. Donc, on pourrait dire que c'est une entreprise qui est un modèle d'immobilité. Mais ce modèle d'immobilité vis-à-vis de l'extérieur est fait d'un énorme
mouvement interne à l'entreprise de réaffectation des gens, de changement de métier des gens, de formation continue des gens, qui fait qu'il y a à l'intérieur de cet ensemble une très grande mobilité. Alors la mobilité, ça passe bien sûr par des marchés, internes ou externes. Le principe d'un marché, je ne vais pas vous faire devant vous l'éloge de l'économie de marché, je pense que ça a été fait par vos professeurs tout au long et ça continuera d'être fait. Ce que je veux souligner, c'est qu'un bon marché est un marché transparent et c'est un marché où il y a une universalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui sont, ou des choses, qui sont exclus du choix. Si vous avez un marché où vous ne choisissez qu'au sein d'un tout petit groupe, c'est un marché, en termes économiques, imparfait. En d'autres termes, c'est un marché inefficace, inefficient. Et vous voyez bien qu'en disant ça, j'entre dans le débat sur la discrimination. Parce que très souvent, le marché du travail est un marché qui exclut toute une série de personnes du système. J'ai connu, par exemple, je refais un exemple concret, dans l'industrie automobile, l'idée était que les métiers nobles de l'industrie automobile, le commerce, la fabrication, la conception des véhicules, étaient des métiers d'hommes. Et donc, on excluait la moitié de la population de ces métiers. C'était homme au sens de personnes du sexe masculin. De même, sur beaucoup de marchés, je vois exclure les gens passés un certain âge. Il y a l'idée que, alors bien sûr, ça ne vous frappe peut-être pas comme quelque chose de toxique, mais moi, ça me frappe comme quelque chose de toxique, où on dit, passé 40 ans, on est exclu du marché, du travail, de la capacité de progresser. Autre exemple, les systèmes de discrimination fondés sur l'aspect visible ou sur l'origine sociale. Alors tout ça est très important. Il y a un prix Nobel qui avait fait une remarque très juste. Il avait dit, si nous recrutons nos dirigeants de demain que parmi les gens issus des 10% les plus favorisés de la France, ce qui est, il faut le reconnaître, un peu ce que font les grandes écoles, de façon inégale, mais quand même un peu cela. Ça veut dire que c'est la même chose que si la France, avec ses 60 millions d'habitants, avait le même réservoir de ressources humaines disponibles que la Suisse avec ses 6 millions d'habitants. Et que dans une compétition mondiale où on a face à nous l'Inde ou la Chine, avec 1,2 milliard de personnes, avec des dizaines de milliers de diplômés du 3e cycle, on s'interdisait de tirer parti des 9/10 de nos ressources humaines. Or, la réalité est bien celle-là. Le marché de l'emploi ou du travail, à un certain niveau, exclut un grand nombre de gens. Et cela les exclut parce qu'il n'y a pas une vraie égalité des chances. Et ça me conduit à mon second mot, l'égalité. Alors, l'égalité, c'est d'abord l'égalité des chances. L'égalité formelle. Vous le savez tous, il y a une technique qui s'appelle le testing. On envoie des CV. Et on regarde le taux de réponse au CV. Et les études sérieuses faites sur ce plan-là montrent que si je prends le CV de l'un... Non, pas exactement de l'un d'entre vous. De l'un d'entre vous, garçon, ayant déjà 3 ans d'expérience professionnelle. C'est ce qu'on appelle le candidat de référence. 27 ans, 3 ans d'expérience professionnelle. Il a un taux de réponse qu'on va dire de 70%. Si ce garçon, au lieu de s'appeler Jean-Louis, s'appelle Mohamed, il a 5 fois moins de réponses, c'est-à-dire 5 fois moins de propositions d'entretien. Si ce garçon a 42 ans, il a 4 fois moins de réponses d'entretien que le garçon de 25 ans. Si ce garçon a un handicap léger, par exemple, il lui manque un doigt à la main gauche, il a 3 fois moins de réponses que s'il a tous les doigts de la main gauche, alors que dans la vie quotidienne, pour être ingénieur ou manager commercial, ça ne lui servira strictement à rien, ou ça ne le gênera en rien d'avoir un doigt de moins à la main gauche. Donc, le testing montre que, en fait,
beaucoup de gens sont exclus du marché de l'emploi sur des motifs totalement absurdes et illégitimes. Et je n'ai pas évoqué les femmes, mais aussi, ils ont un taux de réponse un peu moins bon que les garçons. Et puis, cette égalité des chances formelle n'est pas suffisante, il faut l'égalité réelle. Alors il y a un grand débat sur la discrimination positive, je n'entrerai pas dans ce débat. Je dirais simplement que si l'on considère la vie professionnelle comme un système de compétition, une compétition implique que tous ceux qui sont dans la compétition aient bénéficié d'un entraînement de même qualité, de même niveau, parce qu'autrement, l'entraînement crée, ou la différence d'entraînement crée une injustice et une inégalité injuste. Il n'y a pas de vraie égalité des chances s'il n'y a pas le même entraînement. Or, il faut reconnaître qu'en France, cette égalité de l'entraînement n'est absolument pas assurée. Première énorme inégalité, il y a une inégalité d'entraînement entre des grandes écoles qui forment admirablement, je n'en doute pas, et des universités qui forment moins bien à la vie professionnelle. Et on constate, associé à ça, il faut avoir le chiffre en tête, que pour une grande école dont j'ai été élève, qui était l'Institut d'études politiques de Paris, il y a 3% d'élèves issus des classes sociales dites défavorisées, ce qui inclut employés, ouvriers, inactifs, chômeurs, retraités. Dans une université, il y a 30% de personnes exclues de ce groupe. Donc on voit bien que le système éducatif donne un avantage à ceux qui ont un avantage social de départ, et ceci est totalement contraire à l'égalité des chances. Et c'est quelque chose qu'il faut traiter tôt. Parce que, je le répète, il n'y a pas égalité des chances si on met en compétition des personnes ayant eu un niveau d'entraînement différent. Et puis cette égalité-là des chances, j'en ai parlé à l'entrée dans la vie active, elle se retrouve tout au long de la vie. Il faut avoir conscience que dans beaucoup d'entreprises, les dirigeants ont au fond la paresse de chercher des gens différents d'eux. Ils prennent des gens qui leur ressemblent, qui ont fait les mêmes écoles, qui ont le même aspect, les mêmes convictions, les mêmes tenues, bref, ils se ressemblent. Et on voit dans la réalité des choses, parce que je crois à la mobilité, que quand une entreprise se reproduit au niveau des dirigeants, elle se sclérose. Ça a été le cas, par exemple, d'IBM, ça a été le cas de General Motors, ça a été le cas d'un certain nombre d'entreprises qui, parce que c'était des systèmes de reproduction à l'identique, étaient des systèmes qui s'appauvrissaient continuellement. Donc, il y a un effort d'égalité des chances continue. Mais, second point de l'égalité, je suis convaincu que l'égalité des chances n'est pas suffisante. D'abord, c'est un de mes rares points de désaccord avec M. Castel. Au fond, je ne crois pas que le monde économique aujourd'hui soit moins collectif qu'il ne l'était il y a 20 ans. Je pense que les systèmes collectifs changent. Avant, on avait des systèmes collectifs qui étaient des systèmes hiérarchisés, un peu de l'image traditionnelle, c'était l'armée. L'armée était le modèle des systèmes collectifs. Aujourd'hui, on a des systèmes collectifs qui sont très largement fondés sur le travail en équipe. Et vous avez continuellement, quand vous allez voir une entreprise, une des choses qu'on vous dira, c'est capacité de travailler en équipe, bon en équipe, c'est un des éléments critiques. Or, une équipe a besoin d'une cohérence. Et si vous créez trop d'inégalités au sein d'une équipe, si vous valorisez trop l'individu au sein d'une équipe, vous détruisez l'équipe. Et donc, l'efficacité même de cette forme de travail collectif au sein d'une entreprise ou à l'extérieur implique qu'entre les membres de l'équipe, il n'y ait pas des distorsions trop fortes. Autre point, c'est que même là, en dehors de ça, je pense que le marché est un système darwinien. C'est-à-dire un système où on élimine les plus faibles. Alors qu'on élimine les mauvaises entreprises, ça ne me pose pas de problème. Que si vous placez mal votre argent et qu'il soit perdu, ça ne me pose pas de problème. En revanche, être darwinien vis-à-vis des êtres humains, ça me pose problème. Je n'imagine pas qu'on puisse dire
eh bien, voilà, les faibles sont évacués, ils sont éliminés, il y a eu une parfaite égalité des chances. Bon, ben, tant pis pour eux. Au fond, pour prendre aussi une image, on a les Jeux olympiques. Tous les gens sont bien entraînés, le meilleur gagne. Le pire, celui qui a perdu, n'est pas tué. Les gladiateurs romains, le meilleur gagnait, mais le pire était tué. Un système strictement darwinien, c'est le système des gladiateurs romains. Je crois qu'aucun d'entre nous n'imagine une société fonctionnant ainsi. À dire le vrai, je suis convaincu qu'un système qui se voudrait darwinien n'est pas seulement moralement insupportable, il crée un désordre social insupportable. Des systèmes où les plus faibles n'étaient pas protégés, c'est des systèmes qui ont donné lieu dans l'entre-deux-guerres à des moments de crise, au fascisme, au nazisme, à des régimes autoritaires, parce que les gens allaient vers des protections que le système économique ne leur offrait pas. Et ça me conduit à parler du troisième point, la protection sociale. Alors, je l'ai dit, je crois à la nécessité de la protection sociale, à la fois pour des raisons économiques, je viens de l'évoquer, pour des raisons politiques et sociales, mais aussi pour des raisons d'efficacité. D'abord, il faut avoir l'idée que quelqu'un qui est tombé peut se relever, et que si la chute ne permet pas de se relever, c'est du gâchis, et qu'il n'y a que les systèmes de protection sociale qui permettent cela. Ensuite, je prétends que l'existence d'un système de protection facilite la prise de risque. Là aussi une image. Vous ne tentez pas les mêmes choses si vous avez un filet que si vous n'en avez pas. Or, pour la réussite, on a besoin de tenter des choses un peu audacieuses. Et ma conviction, c'est que l'anxiété paralyse. Qu'au fond, si vous avez un risque insupportable, vous êtes poussé vers le conservatisme, c'est-à-dire vers l'immobilité, c'est-à-dire vers la mort. Et là aussi, je suis convaincu qu'un système économique performant doit gérer de façon correcte ceux qui ne réussissent pas, sous peine de ne pas arriver à s'adapter. Une entreprise, par exemple, qui ne gérerait pas les problèmes sociaux qu'elle crée, je pense, condamnerait sa propre activité, la motivation de ceux qui sont actifs chez elle. Et donc, nous avons besoin, à mes yeux, absolument de systèmes de protection qui assurent cette confiance, c'est-à-dire d'un niveau d'égalité et de protection acceptable. Alors, la question qui se pose, in fine, que j'aborderai à peine, parce que je ne voudrais pas être beaucoup moins bon que M. Castel dans mes respects du temps, c'est qui prend en charge ces systèmes de protection sociale et ces systèmes d'égalité. Ma conviction, c'est que des systèmes publics ont des avantages sur des systèmes privés. En matière d'égalité, c'est évident que ces systèmes publics sont soit internationaux, c'est des systèmes institutionnels mondiaux, soit européens, c'est le cas de l'Union européenne qui met en place des systèmes de lutte contre les discriminations, soit nationaux, c'est le cas de la haute autorité que je dirige, c'est le cas de l'éducation nationale. Je dirais simplement que tous ces systèmes qui ont pour objet de promouvoir une égalité des chances réelles, aujourd'hui sont loin d'être parfaits, mais qu'il n'y a pas de substitut à des systèmes publics. Ils peuvent être complétés par des systèmes privés, mais il n'y a pas de substitut à des systèmes publics. Et puis après vient la question des systèmes de protection sociale. Et là, il y a en France, aujourd'hui, mais dans d'autres pays aussi, un grand débat sur cette protection sociale. Doit-elle être assurée par le secteur privé ou doit-elle être assurée par des systèmes publics au sens large, qui peuvent être étatiques ou collectifs sans être étatiques? Ma conviction, c'est que ces systèmes doivent être largement publics. Ils doivent être publics parce que les systèmes fondés sur l'entreprise freinent la mobilité. Toute entreprise qui crée un système de protection au profit de ses salariés a pour premier objectif de garder ses salariés chez elle. Et le salarié qui veut assurer sa mobilité sort de ce système de protection. Et les seuls systèmes qui assurent la mobilité des salariés ou des travailleurs sont les systèmes qui font que cette protection accompagne le salarié
où qu'il aille. Et donc des systèmes qui sont indépendants de l'emploi exercé. Et donc ma conviction, je le redis, et on pourra en reparler plus en détail, c'est que même les entreprises ont besoin d'un système de protection publique efficace. Voilà les quelques remarques. Je n'ai pas été beaucoup plus concret que ne l'avait été M. Castel, mais la discussion permettra d'aller au-delà. Je voudrais dire en conclusion d'un mot que ma conviction, c'est que dans le domaine économique, comme dans les autres, éthique et efficacité vont de pair. Vous ne pouvez pas atteindre à l'efficacité dans un système où il n'y a pas d'éthique. Ou même si vous y atteignez un instant donné, vous ne serez pas efficace dans la durée sans un système de valeurs, sans un système d'éthique reconnu, accepté et mis en œuvre. Et donc, s'il y a une leçon ou un mot que je voudrais que vous reteniez de mon exposé, c'est le lien entre éthique et efficacité. Merci. Bien, merci Monsieur Schweitzer. Voilà donc le débat en quelque sorte lancé. Monsieur Schweitzer, vous avez dit que finalement vos idées se rejoignaient largement et que d'une certaine façon il était difficile de débattre entre vous deux, puisque c'est vrai, je crois, que vous l'avez constaté, les préoccupations, on peut dire, sont très très proches. Là où par contre il y a divergence, me semble-t-il, c'est peut-être sur le constat de la situation actuelle. Bon, il y a des choses qui sont peut-être pas tout à fait d'accord, tout à fait en harmonie, et puis également sur les solutions. Et il y a en particulier une chose qui n'est pas de l'ordre des solutions, mais qui est de l'ordre du constat, qui me paraît créer une sorte de désaccord entre vous. C'est sur l'idée que le monde est de plus en plus, la société est de plus en plus individuelle, les entreprises fonctionnent sur un mode de plus en plus individualisé, ça c'est ce que dit M. Castel, et vous, M. Schweitzer, vous dites finalement le monde est beaucoup moins, et pas forcément moins collectif qu'il y a 20 ans, la valeur par exemple du travail en équipe est aujourd'hui très importante dans les entreprises modernes dans lesquelles nous vivons. Alors, je vais d'abord peut-être demander à M. Castel, puisque M. Schweitzer, vous avez en quelque sorte, non pas répondu, mais enfin suivi l'intervention de M. Castel. Je vais demander à M. Castel si lui, il voit des convergences ou au contraire des divergences avec M. Schweitzer et évidemment sur quel point. Malheureusement, je suis de l'avis de M. Schweitzer. Oui, c'est ennuyeux ça. Je dis malheureusement, vous ne facilitez pas la tâche là. C'est une... Non, mais il y a différents types, je pense, d'échanges. Par exemple, je crois que vous allez accueillir M. Denis Kessler. Si j'avais été en présence de M. Denis Kessler, ça aurait certainement été beaucoup plus polémique, d'ailleurs, dans les deux sens. Oui, je crois qu'on n'en doute pas. C'est une autre... Bon, il peut y avoir d'autres formes d'échange et de dialogue. Il y a effectivement peut-être un point, c'est pas une opposition, c'est une différence. C'est peut-être que j'ai exagéré la décollectivisation au niveau des entreprises et je ne m'autoriserai pas à me mettre justement en rivalité avec M. Schweitzer sur le plan de la connaissance de l'entreprise, puisque j'avoue que je connais pas ce milieu de l'intérieur. Simplement, j'ai été impressionné par un livre que je me permets peut-être de vous recommander, qui est celui de deux sociologues qui s'appellent Stéphane Beau et Michel Pialou, qui s'appelle « Retour sur la condition ouvrière ». Ça a dû paraître chez Fayard en 1999 ou quelque chose comme ça, et qui porte sur les transformations, pas de Renault, mais de Peugeot, de Sochaux. Et c'est une très bonne enquête sociologique, et il m'avait semblé, justement, qu'ils mettent en accent... Oui, non pas sans doute l'individualisation, parce que c'est vrai qu'il y a de la reconstruction de petites enquêtes, de petites équipes qui s'investissent justement. Donc il y a du collectif, mais il me semble que ce collectif, sans doute d'abord, il est
coupé, si je peux dire, et puis aussi, il fonctionne peut-être différemment, il fonctionne sans doute plus à l'investissement personnel des individus qui constituent cette équipe. Mais enfin, de toute façon, c'est pas un point de divergence fondamentale, loin de là, et peut-être aussi de mieux laisser. Alors, il y a peut-être aussi une autre divergence qui m'est apparue, c'est une divergence de l'ordre presque de la sémantique. Il y a un mot qui revenait très régulièrement dans votre intervention, c'est le mot de travailleur. Et donc, votre objet de réflexion était, me semble-t-il, essentiellement tourné vers les gens qui ont un travail, qui ont une activité, qui sont dans le monde de l'entreprise ou des collectivités publiques, enfin, qui ont un travail, alors que peut-être M. Schweitzer, lui, embrassait un petit peu plus large, en quelque sorte, et s'interrogeait sur l'ensemble de la société dans une perspective peut-être plus vaste. Est-ce que le problème, c'est finalement pas qu'aujourd'hui, en dehors des gens qui ont un travail et dont finalement la condition n'est peut-être pas si catastrophique que cela, notre société crée aujourd'hui de plus en plus de gens qui n'ont pas de travail, qui sont exclus, qui sont privés de travail. Monsieur Castel. Oui, mais là, ce serait alors un débat, enfin, qu'il faudrait ouvrir, mais je pense que nous n'avons pas le temps. Mais on a parlé un petit peu justement des difficultés, des problèmes qui se posent surtout aux gens qui sont dans le monde du travail. J'appelle travail au sens large du mot. Je sais qu'aujourd'hui, on parle plus souvent d'opérateurs, etc. Mais moi, j'appelle travailleur quelqu'un qui travaille. Mais par contre, le problème est effectivement qu'il y a en France aujourd'hui du non-emploi, peut-être plus grave que du chômage à proprement parler. Non pas que le chômage ne soit pas quelque chose de dramatique, mais le chômage, ça se pense toujours en référence au plein emploi. On se dit, par exemple, un chômeur, c'est un demandeur d'emploi qui attend un emploi. Quand il attend longtemps, on parle de crise, etc. Il y a cette connexion entre chômage et retour à l'emploi. Aujourd'hui, je crois qu'on doit se poser sérieusement la question, à savoir s'il n'y a pas à peu près 10% de la population active qui est dans le non-emploi, au sens où le retour au plein emploi, sous la forme où nous l'avons connu, avec toutes les prérogatives du statut de l'emploi, est impossible. Et je crois que là, alors, il y a tout un débat, et y compris, il me semble, mais je lance ça parce que les dernières mesures qui se prennent, les mesures de M. de Villepin, mais précédées par le plan de M. Borloo de cohésion sociale, moi, il me semble qu'aujourd'hui, il y a un retravail, une restructuration de la notion d'emploi, où on se met à appeler emploi des activités qui n'ont plus les prérogatives qu'avait l'emploi, en particulier en termes de salaire, en termes de protection sociale et de droit du travail. Et je crois qu'il y a là un problème immense pour les années qui viennent, mais je ne sais pas si on a le temps d'en discuter aujourd'hui. Alors, Monsieur Castel proposait la recherche, en fait, d'une sorte de nouveau compromis social. Je crois que c'est pratiquement l'expression que vous avez employée, ou du moins de nouveau compromis. Est-ce que, Monsieur Schweitzer, d'abord, vous êtes d'accord avec cette expression de recherche d'un nouveau compromis social, et d'autre part, quelles seraient les solutions que vous envisageriez dans cette perspective ? Bon, il faut partir d'abord d'un point simple, c'est que tout compromis, aussi amical soit-il, résulte en partie d'un rapport de force. Et M. Castel l'a souligné d'ailleurs. C'est-à-dire que dans une situation où on a un taux de chômage élevé, c'est-à-dire où le marché du travail est en faveur des employeurs et en défaveur des salariés, le compromis ne sera pas le même et n'est pas le même que dans une situation de plein emploi. Et là, je crois que le mot de plein emploi prend tout son sens.
Je vais prendre un exemple simple pour illustrer mon propos, parce que je connais bien une société qui s'appelle Volvo. La société Volvo, il y a 10 ans, dans une Suède où il n'y avait pas du tout de chômage, était une société dont le problème principal était que ses salariés la quittaient. 30% des ouvriers de Volvo tous les ans partaient parce qu'ils trouvaient d'autres emplois et ils trouvaient que le métier automobile était un peu difficile. Et ceci a conduit la société Volvo à toute une réflexion pour rendre le travail plus attractif, à la fois par la rémunération et par les conditions de travail. Parce que le problème de l'entreprise, c'était de garder ses salariés. 10 ans plus tard, le chômage était là, et bien sûr, le problème de la société Volvo était de faire partir ses salariés. Ce n'était plus du tout d'augmenter les salaires pour retenir les salariés, ni d'améliorer les conditions de travail. Donc il y a, même en Suède, un aspect rapport de force qui est inévitable. Alors on peut dire, bon, ça vous rend totalement pessimiste. Alors, ce qui est une source de positive, c'est qu'on peut espérer que l'équilibre du marché du travail va se modifier au cours des années à venir. Tout du moins, tous les démographes nous l'annoncent. J'espère qu'ils ont raison. Et que le rapport de force qui aujourd'hui fait que quand vous faites une annonce, vous avez 10, 20 et quelquefois 100 candidats. Quand une entreprise a un site de recrutement, elle a quelquefois des centaines de milliers de candidatures spontanées. On voit bien que dans une situation de ce type, on n'est pas très poussé à chercher les compromis. Parce que le problème, c'est comment de trier parmi 100 CV celui qu'on prendra, et on prend tous les risques de la discrimination et de l'exclusion. Au moment où cette situation se retourne, à ce moment-là, la recherche du compromis devient beaucoup plus naturelle. Parce qu'on lutte pour l'attractivité. Alors, ça se voit pour les gens très bien formés. Je reprends l'exemple des élèves des grandes écoles. La plupart des élèves des grandes écoles trouvent un emploi sans problème. Parce qu'effectivement, les entreprises ont un appétit d'élèves de grande école qui fait que à peu près chacun d'entre eux trouve un emploi et que du coup, il y a un équilibre qui fait que le travail est intéressant, la protection sociale est souvent raisonnablement avantageuse. Bref, tout un système de protection se met en marche. Au niveau national, ceci n'est pas encore vrai. Donc j'espère beaucoup que l'absence, que ce compromis sera le fruit d'un rééquilibrage du rapport de force sur le marché de l'emploi en France. Je voudrais ajouter une autre chose, c'est qu'il y a toujours une difficulté. C'est que, au fond, les systèmes de protection se justifient au point de vue moral par le statut d'être humain et pas par le statut de travailleur. On ne va pas dire ceux qui ne travaillent pas n'ont pas un droit à être soignés en cas de maladie. Et donc, tous nos systèmes, au point de vue moral, doivent être calés sur le fait que c'est une personne humaine, indépendamment de l'emploi qu'elle occupe ou qu'elle a occupé, et que c'est à titre de personne humaine qu'elle a des droits. En revanche, un souci légitime, c'est de faire que les personnes soient incitées à travailler. Et donc que la personne qui travaille ait toujours un avantage par rapport à la personne qui ne travaille pas, dès lors qu'on veut inciter la population à travailler, ce qui, je crois, est une bonne chose. Et là, on a un équilibre qui n'est pas facile à trouver et qui est un enjeu gouvernemental majeur. Vous voulez dire que dans un certain nombre de cas, il y a peut-être une sorte d'excès de protection ou peut-être de confort excessif derrière lesquels des gens peuvent s'abriter. Je pense qu'au contraire, il y a le souci de faire en sorte, et on le voit avec un certain nombre de systèmes d'incitation de retour à l'emploi, pour qu'il y ait une pression à chercher un emploi. D'accord. Et que dès lors que les ressources ne sont pas infinies, ceci génère une inégalité devant un certain nombre de problèmes qui posent des problèmes d'ordre moral. Alors j'avais dit tout à l'heure que nous allions cette fois vous donner davantage la parole.
On va le faire tout de suite. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous ont des questions à poser. Je crois qu'il doit y avoir un ou deux micros mobiles. Oui, mademoiselle. Alors, attendez qu'on vous amène le micro. Et puis, posez votre question. Bonjour. Allez-y. Je suis Annelise Foucault. Je suis membre... Je ne suis pas sûr que votre micro fonctionne là. Si. Voilà. Bonjour, donc je suis Annelise Foucault. Je suis membre d'une association qui s'appelle On en dit plus, qui s'occupe de l'intégration des personnes handicapées. Et je voudrais savoir si cette discrimination, donc le handicap, est propre à toutes les sociétés ou bien est-ce juste le fait des cultures occidentales. Et je voulais savoir s'il y avait une évolution des mentalités dans ce domaine-là. Alors c'est plutôt une question pour M. Schweitzer, je pense. Oui, enfin, à mon avis, autant qu'on sache, il y a des problèmes de discrimination vis-à-vis des handicapés dans presque tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'on est peut-être mieux dans les pays scandinaves et dans les pays de tradition de démocratie sociale que dans d'autres. Et cette discrimination vis-à-vis des handicapés prend deux formes. La première forme, c'est une discrimination pure et simple. C'est l'exemple que je citais tout à l'heure. On discrimine vis-à-vis d'un handicapé parce qu'il est handicapé, même si son handicap n'est en rien une gêne. Au fond, le mot handicapé fait peur et on discrimine vis-à-vis du handicapé comme on discriminera vis-à-vis d'une personne venant d'un pays différent, sans aucune raison. Et puis il y a une spécificité du handicap, c'est que le handicap est quand même souvent un obstacle à surmonter. Et donc, ceci justifie que le handicap est le seul secteur où il faille faire, au sens propre du terme, de la discrimination positive. C'est-à-dire dire, et on a fixé dans ce domaine, vous le savez, des quotas, un quota de 6% d'emploi des handicapés. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça force les employeurs, ça ne le fait pas encore assez, mais ça doit forcer les employeurs à faire cet effort d'adaptation qui leur permet d'intégrer les handicapés dans leurs entreprises et à la société. Et là aussi, on retrouve un problème de rationalité économique globale parce qu'il n'y a pas plus irrationnel que d'exclure les handicapés de la société. Et donc, là, il faut faire pression sur les individus pour qu'ils se conforment à ce qui est, les individus étant les entreprises, à ce qui est l'intérêt collectif de la nation, c'est-à-dire l'intégration des handicapés. Mais, je le répète, il n'y a pas de pays 100% modèle dans ce domaine-là. Mais en tout cas, sur ce sujet, donc vous êtes pour la discrimination positive en faveur des handicapés. Il n'y a pas de débat parce que, très souvent, la discrimination est une affaire de paresse, n'est-ce pas ? Je veux dire, il faut surmonter un obstacle et les gens hésitent toujours à surmonter un obstacle. Et dans ce domaine-là, mais d'ailleurs la discrimination positive vis-à-vis des personnes ayant un handicap a une longue histoire en France. Les mutilés de guerre, pendant très longtemps, par exemple, bénéficiaient de discrimination positive. Et là, je crois qu'il n'y a vraiment pas l'once d'un doute à avoir. Alors, autre question, je ne sais pas qui veut en poser une. Ben voilà, c'est très bien, c'est juste à côté, oui. Je suis aussi membre d'On en dit plus, la même association. Et donc, je voulais savoir comment on pouvait, dans une entreprise, allier la recherche de la rentabilité et la lutte contre les discriminations, donc par exemple les discriminations envers les personnes handicapées. Donc c'est encore pour vous. Bon, je le répète, les handicapés sont un sujet particulier parce qu'il y a dans un certain nombre de cas un surcoût pour employer ou adapter un poste de travail à une personne handicapée. Mais ce surcoût est souvent surestimé par les entreprises. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises croient que c'est une énorme difficulté. Il y a un sondage que j'ai trouvé très frappant. 93% des entreprises qui emploient des handicapés sont contentes et disent « ça se passe bien ». Mais 53% des entreprises qui n'emploient pas de handicapés disent « si on emploie des handicapés, ça créera des tas de problèmes, ça se passe mal. Ça se passera mal ». En d'autres termes, là aussi, on a un effort de lutte contre un préjugé. Et
Bon, pour lutter contre les préjugés, les mécaniques qu'on a, c'est la carotte et le bâton. Le bâton, c'est le quota d'embauche de handicapés. Et la carotte, c'est un certain nombre d'aides qui existent au profit des entreprises qui emploient des handicapés et qui créent des postes de travail dans ce domaine-là. Je crois que la règle de la carotte et du bâton s'applique dans tous les domaines de la société et de l'économie. Alors, autre question. Voilà, Oui. c'est bien, vous êtes transmis le micro, allez-y. Alors, j'ai une petite question pour revenir sur un thème un peu plus sociologique. On a tendance aujourd'hui à parler de culture dominante et de culture légitime. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans les entreprises, les dirigeants sont représentés, à mon avis, par ces gens issus des cultures dominantes. Ce qui fait qu'on a un effet pervers, à savoir que aujourd'hui, ces individus sont le produit social de leur classe d'origine, et ce qui fait que cette culture d'entreprise, qui est la culture des cadres dominants, selon moi, a tendance à mettre les acteurs sociaux issus de classes sociales défavorisées ou de milieux non préparés, non entraînés à ce type d'exercice dans des situations délicates. Et j'ai la conviction que cette culture dominante tend à mettre ces acteurs dans des situations délicates. Ils sont dans des espèces de... Ils vivent en quelque sorte des malaises sociaux, selon moi. Et je me demande si les entreprises font vraiment le nécessaire pour intégrer ces individus dans le monde de l'entreprise. Alors il y aurait une forme de perversité en quelque sorte de ceux qui détiennent la culture dominante, hein, si j'ai bien compris, c'est ça ? C'est bien ça. J'ai l'impression quelque part que même si on leur laisse leur chance, il y a un cadre, un certain nombre de normes, de codes qui font que quelque part tous les jours dans le monde de l'entreprise, on se sent ramené à sa position d'origine ou du moins on a un mal-être à y être et à y travailler, voire à évoluer. Alors monsieur Robert Castel, cette notion de culture dominante et de culture légitime, qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, je crois que malheureusement, vous avez largement raison. Enfin, c'est un constat que l'on peut faire. Et alors, bon, encore une fois, sur l'entreprise et la manière dont fonctionne l'entreprise à cet égard, moi, j'ai pas d'informations, j'ai pas de réflexion spéciale, mais je pense que c'est un problème qui concerne l'ensemble de notre société et qui commence à l'école. Et c'est peut-être pour ça que la notion, effectivement, de discrimination positive, pour en dire aussi un mot, me paraît défendable, sans doute pas sous la forme brutale des quotas, sauf peut-être justement pour les handicapés, mais les quotas selon le sexe, selon l'appartenance ethnique, etc., ça me paraît discutable parce que ça risque d'avoir un aspect stigmatisant. Par contre, la discrimination positive au sens général du mot, qu'on pourrait qualifier ainsi, faire plus pour ceux qui ont moins, ça me paraît complètement justifié. C'est le principe, par exemple, des ZEP, des zones d'éducation prioritaire, qui n'ont, je sais, pas donné des résultats merveilleux, mais le principe de s'attacher à faire un effort supplémentaire de rattrapage en direction de certaines catégories de la population, parce qu'elles vivent dans des conditions défavorisées, parce qu'il y a un héritage social qui est lourd et qui les handicape dans le parcours de la vie. Tout ça me paraît justement quelque chose qui est à défendre et sans doute aussi, mais je ne sais pas sous quelle forme, à appliquer au sein du monde de l'entreprise également. Louis Schetzer, cette notion de culture dominante... Bon, votre remarque est juste. Il y a dans des entreprises très souvent des cultures dominantes, et ces cultures dominantes mettent ceux qui ne sont pas de cette culture dominante dans une position de faiblesse ou de difficulté. Elle s'exprime comment, cette culture dominante, à travers des codes, des risques, prenons un exemple qui n'est pas du tout lié à l'origine. Une entreprise où il n'y a que des hommes a une culture essentiellement masculine qui met en difficulté souvent les personnes qui n'ont pas des comportements de type masculin. Et j'étais hier dans l'avion avec une femme qui dirige une très grande entreprise française
et qui disait « Je suis frappé, chaque fois qu'on dit un cadre féminin remarquable de 40 ans, on dit elle a mauvais caractère. » Parce que l'image de la femme dans ces entreprises, c'est qu'elle doit être soumise. Cela dit, si elle a monté, c'est justement qu'elle n'est pas soumise et donc qu'elle a du caractère. Donc, il y a des cultures dominantes qui excluent. J'ai pris un exemple sur les femmes, on pourrait aussi prendre sur les origines ou les cultures diverses. Je pense que cette culture dominante, la première victime, c'est bien sûr les dominés, mais la seconde victime, c'est l'entreprise elle-même. Une entreprise qui veut conquérir les marchés du monde et qui veut être présente partout et qui exclut de son système de valeurs, de sa culture, puisque c'est le mot que vous avez employé, une grande partie des gens, est une entreprise qui sera totalement inefficace et impuissante vis-à-vis des populations qu'elle n'a pas intégrées dans elle-même. Je veux dire, une entreprise où il n'y a que des hommes qui prétendent s'adresser à un marché où il y a autant ou plus de femmes que d'hommes est une entreprise qui se condamne. Une entreprise où il n'y a que des Français qui prétendent aller sur les marchés mondiaux est une entreprise qui se condamne. Toute entreprise qui valorise un système de culture dominant est une entreprise qui se coupe les ailes. Alors, autre question ? Oui ? Attendez, on vous amène le micro. Il arrive. Alors ma question s'adressera peut-être plus spécifiquement à M. Castel et peut-être à une divergence entre votre position et celle de M. Schweitzer. M. Schweitzer a parlé tout à l'heure d'incitation au travail. Je pense à un article, un entretien publié par la revue Esprit en juillet 2005, dans lequel vous parliez, M. Castel, des discours de culpabilisation, en désignant par là une manière de forcer les individus à accepter n'importe quel sous-emploi. Alors ce que vous appelez sous-emploi, ce sont ces situations de travail dans le cadre desquelles le travailleur n'a plus les mêmes protections dont il pouvait bénéficier dans le cadre d'un emploi normal, que l'on pense aux intérimaires, aux stagiaires, donc aux travailleurs précaires de manière générale. Alors ma question sera la suivante, est-ce que ces incitations au travail ne risquent pas toujours de se transformer en discours de culpabilisation ? Et si je peux me permettre, juste pour rebondir sur cette question, à côté de ça, on a aussi un discours qui tendrait à présenter certains salariés, parce qu'ils ont un emploi, comme des privilégiés ou des nantis. Et est-ce que, donc, au-delà d'un discours purement poujadiste, est-ce que ça conduit pas, ou ça ne participe pas d'une même logique que celle dont monsieur faisait allusion ? Oui, enfin, moi, il y a quelque chose qui me frappe, qui m'étonne dans notre société et qui se présente comme une espèce de paradoxe. D'une part, il y a, je crois qu'on peut appeler ça du non-emploi, c'est-à-dire un déficit d'emploi qui est de l'ordre de 10% de la population active, qui se reproduit depuis 25 ans avec des petites variations relativement mineures. Bon, donc, il y a les non-emplois. 2, il y a un discours sur le travail qui est devenu, à mon avis, un caractère un peu hystérique à propos, par exemple, de la discussion de la loi sur les 35 heures, selon lesquelles, les Français ne travaillent pas assez, la France est en décadence parce que les Français n'aiment pas le travail. Et d'ailleurs, c'est un discours, y compris, je pense, M. Raffarin, par exemple, je le citerai, la France ne doit pas être un parc de loisirs, etc. Et donc, voilà, il y a une contradiction là-dedans. Alors moi, c'est une hypothèse. Bon, vous faisiez allusion à un entretien que j'ai fait dans Esprit avec Jacques Donzelot. Il me semble, que on est en train, justement, de sortir on est sorti d'une situation de plein emploi, autant au sens où on l'entendait dans les années de croissance, où l'emploi signifiait un certain nombre de prérogatives
de l'ordre du salaire, minimum le SMIC, de l'ordre de la protection sociale, de l'ordre du droit du travail, etc. C'est le statut classique de l'emploi. Eh bien, on n'est pas dans une société de plein emploi et sans doute ne sera-t-on plus dans une société de plein emploi. Par contre, certains voudraient que nous soyons dans une société de pleine activité, ou la société active, je crois que c'est une formule de l'OCDE. Bon, je crois qu'il y a effectivement un lien entre les deux. Et il me semble que, moi c'est mon interprétation, effectivement, des mesures qui se prennent actuellement sur ces nouvelles formes. Est-ce qu'on peut appeler ça d'emploi ? Sans doute. Les gens sont employés, mais ils sont employés en deçà des prérogatives d'emploi. Prenons quelqu'un qui est au RMA, pour prendre un des dispositifs qui est dans le plan Borloo, il travaille 20 heures par semaine, il a moins de la moitié du SMIC, ça dure 6 mois, et puis après, il va essayer de trouver quelque chose ailleurs. Bon, ce serait sans doute trop dur d'appeler ça du sous-emploi, ou peut-être, mais en tout cas, c'est pas de l'emploi. Et moi, il me semble que, je vous le soumets parce que c'est en même temps une question, c'est un petit peu une interrogation aussi, ce qui se joue en ce moment, à travers, y compris les mesures qui sont discutées à l'Assemblée nationale ces jours-ci, etc. C'est une sorte de restructuration de la notion d'emploi, ou un abaissement des prérogatives attachées à l'emploi qui pousse l'emploi du côté d'activités qui ne sont pas de l'emploi au sens fort du mot. Et dans ce cas-là, comme beaucoup de ces emplois ne sont pas attractifs, d'abord en termes de salaire, j'allais dire, alors je pousse peut-être un peu, on fait un peu de chantage, c'est-à-dire on culpabilise ceux qui ne travaillent pas. Parce que là aussi, je crois qu'il y a un élément inquiétant dans l'évolution depuis quelques années. Prenez le RMI. Le RMI, lorsqu'il a été institué, non seulement il a été voté à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale, mais dans l'opinion, il avait une bonne image. On trouvait que dans un pays comme la France, qui n'est pas un pays pauvre, on pouvait faire un petit effort pour des gens qui étaient quand même en difficulté. Aujourd'hui, les sondages d'opinion, je sais qu'il faut les prendre avec réserve, mais quand même ils disent quelque chose. Il y a une majorité de gens qui disent le RMiste, finalement, c'est un feignant qui vit au crochet de l'aide sociale, etc. L'attitude à l'égard des chômeurs, qui sont accusés souvent, et apparemment de plus en plus d'être justement, on serait chômeur parce que on ne veut pas travailler, comme si en 1970 il y avait 300 000 chômeurs, je crois, en France. Maintenant il y en a 2 500 000, ça voudrait dire qu'il y ait 2 millions de chômeurs, 2 millions de feignants de plus en France. C'est pas sérieux. Donc je crois qu'il y a une sorte de chantage moral à l'activité qui, alors je ne dis pas que ce soit calculé d'une manière complètement cynique, mais dont l'effet, justement, est d'accompagner cette sorte de redéfinition, sans doute, de l'emploi et de dégradation, si j'emploie un jugement de valeur en même temps, de déclaration de l'emploi en activité. Mais encore une fois, je vous soumets ça davantage pour votre réflexion. Je veux dire, c'est en partie une hypothèse peut-être un petit peu inquiétante, mais je vous en fais juge. Oui, non, je veux encore une fois dire que je suis d'accord avec M. Castel. Je trouve déplorable de culpabiliser ou de stigmatiser les chômeurs, et je crois que tout système qui fonctionne sur cette base est un mauvais système. Deuxième point, je trouve absurde de dire que les salariés sont des privilégiés, que quand je vois un ouvrier de Renault à la chaîne, de l'appeler privilégié me paraît presque obscène. Et donc, même si son emploi est garanti et relativement stable. Je partage aussi la conviction qu'il y a un bon partage entre l'activité professionnelle et l'activité non professionnelle,
et qu'une doctrine qui consiste à dire que toute personne sérieuse doit consacrer 70 heures par semaine à son travail est une doctrine de régression morale, sociale et individuelle. Mais alors, le seul point qui me partage de M. Castel, c'est que je ne vois pas de raison que le plein emploi soit derrière nous pour toujours. Je ne suis pas favorable à inventer en France des working poor, pour parler franglais, parce que je ne pense pas que ce soit une bonne solution, mais je pense qu'on aura besoin, effectivement, de plus de travail dans les années à venir. Donc la fin du travail n'est pas pour demain. Bon, j'espère. Autre question, on a le temps d'en prendre peut-être encore une ou deux. Monsieur Schwed, une question parce que Monsieur Schweitzer doit malheureusement nous quitter. Alors, Monsieur, là, s'il vous plaît, au premier rang, ou alors quelqu'un a le micro? Oui, pardon. Allez-y, au premier rang, oui. Oui, bonjour. Il y a un rapport qui est sorti. Excusez-moi. Il y a un rapport qui est sorti en 2004, je crois que c'est le rapport Camp Dessus, qui faisait un état de la situation en France. Et sur les emplois quittés, notamment, c'était une partie du rapport, il y avait certains emplois qui étaient quittés à cause de démission, de licenciement, mais la plupart des emplois quittés, c'était pour fin de CDD. Et j'aimerais savoir si, par rapport aux protections qui sont données actuellement, si ces protections, justement, ne sont pas adaptées à ce nouveau type quand les employés partent de leur emploi. Et si oui, quelles nouvelles protections devraient être mises en place pour être adaptées à cette situation-là? Alors, peut-être Monsieur Schweitzer, oui. Un mot d'abord. Soyons clairs, dans l'industrie que je connais bien, l'industrie automobile, où il y a des cycles produits, des cycles économiques, si on ne pouvait recourir en France au CDD et à l'intérim, il y a des usines françaises qui existent aujourd'hui qui n'existeraient plus. Il ne faut pas se raconter d'histoire là-dessus. Deuxième point, je suis convaincu que les gens qui ont des CDD ou qui travaillent en intérim doivent bénéficier de systèmes de protection sociale. Et c'est là que je dis, ces systèmes de protection sociale ne peuvent être que des systèmes déconnectés de l'entreprise, des systèmes collectifs, mais bien sûr alimentés par des prélèvements qui sont nécessairement des prélèvements obligatoires. Parce qu'il est nécessaire que l'ensemble de la collectivité gère les conséquences de la flexibilité à laquelle font appel les entreprises. À titre personnel, ça ne me choquerait pas qu'un contrat de CDD ou un contrat d'intérim fasse l'objet d'une surcotisation sociale pour contribuer à financer le fait que l'entreprise qui recourt à un CDD ou à un intérim, effectivement, tire plus sur l'UNEDIC ou l'assurance chômage qu'une entreprise qui ne recourt qu'à des CDI. Voilà, écoutez, Monsieur Schweitzer doit nous quitter. Je crois qu'on n'a vraiment pas le temps, à moins que si vous voulez. Bon, allez, une dernière question, mais ça dépend de vous. Hein. Voilà. Donc une dernière question brève et une réponse brève également, si vous voulez bien faire passer le micro. Voilà, il arrive. Hein. Il est en train de grimper les travées. Excusez-moi, j'ai une question aussi. Il n'y en aura qu'une, hein, donc débrouillez-vous entre vous. En fait, ce serait par rapport aux signes distinctifs sociaux. Par rapport aux signes distinctifs sociaux. Oui. Je m'explique, par exemple, je sais qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, par exemple, des gens qui sont issus de la communauté sikh, c'est une communauté de la religion hindouiste, peuvent venir au travail et ont été autorisés à venir au travail avec un turban sur leur tête. La polémique a été très vive en France quant au foulard. Et j'aurais aimé savoir si un jour il serait possible de voir par exemple ce type de fait arriver en France, c'est-à-dire quelqu'un qui serait autorisé à venir au travail avec un turban ou un signe distinctif de sa religion dans ce cadre-là. Monsieur Schweitzer, par rapport à ces signes distinctifs. Bon, il y a une loi qui interdit le port du voile ou d'un signe religieux très visible à l'école. Mais cette loi n'interdit pas ces signes religieux ailleurs qu'à l'école. Elle ne les interdit pas à l'université, elle ne les interdit pas dans le travail. Et la haute autorité que je préside a été amenée à condamner, dans 2 cas, des discriminations faites l'un sur une personne qui portait un voile et l'autre sur une personne qui portait un turban sikh. Donc, je le redis, il ne faut pas donner à la loi sur le voile qui a pour objet de préserver un lieu de neutralité absolue qui est l'école,
une portée qui dépasse la portée de cette loi. Il y a des lieux de neutralité absolue, il y a des lieux de liberté. Voilà, encore une fois, nous sommes tenus par l'horaire. On voit bien que c'est... Non, je suis désolé, mais là, c'est plus possible. Rapidement, je voudrais juste savoir si... Les impératifs, Monsieur Schweitzer doit nous quitter, donc je suis désolé. Je voudrais savoir si en entreprise, on avait quand même une marge de manœuvre suffisante pour pouvoir concilier la protection, la mobilité et... oui, si elle est bien gérée. Voilà. Bien. Juste avant que... Voilà, merci de votre attention, merci de votre participation active pendant et avant le débat, et quelques mots de conclusion. Juste pour vous demander de ne pas quitter l'amphithéâtre pour laisser nos invités partir parce qu'ils sont pressés et ça prendra un petit peu de temps si vous encombrez les travées. Donc on va les laisser partir de manière à ce qu'ils puissent partir rapidement. Merci d'avoir été là, vous tous. Merci Louis Schweitzer, merci Monsieur Castel et également Frédéric Leroy.